Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Géozone. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je voulais vous remercier. On a dépassé le palier des 10 000 abonnés car la dernière vidéo a plutôt très bien fonctionné et plein de nouvelles personnes sont arrivées sur la chaîne. Donc merci à vous. Pour les petits nouveaux, je vous rappelle une vidéo un vendredi sur deux à 17 h. Aujourd'hui, 7e épisode des 5 faits insolites en histoire-géographie. Je vous réexplique le concept, des anecdotes liées à l'histoire, la géographie ou la géopolitique pour pouvoir vous la péter lors de vos futures sorties resto post-Covid. Maintenant que vous savez à quoi vous en tenir, c'est parti pour 5 faits insolites en histoire-géographie. Commençons cette vidéo par une histoire bien glauque mais trop peu connue. Nous sommes en 1933 en URSS. Concrètement, c'est la misère et beaucoup de paysans se rendent à Moscou et à Saint-Pétersbourg dans l'espoir de gagner un peu d'argent et donc la criminalité et le nombre de SDF explosent en ville. Pour contrer ça, Staline crée les villages spéciaux, qui sont des camps pour des nuisibles de la société russe, mais pas les plus horribles, c'est-à-dire les chômeurs, les SDF, les dealers, les vagabonds, etc., etc., pour les faire travailler, et c'est un poil mieux que les camps de travaux forcés, quoique. Tout commence par une purge dans les villes, avec des milliers de personnes qui sont renvoyées en Sibérie et au Kazakhstan, en mode on éloigne le problème, mais en fait le problème c'est que c'est déjà le cas depuis longtemps, et donc la Sibérie est un véritable phare est, avec des brigands et une peur constante pour les habitants du coin, qui ne veulent pas voir venir des milliers de nuisibles chez eux. Un camp doit être établi proche du village d'Alexandrovskoye, sur les bords de l'Ob, l'un des plus grands fleuves russes. La branche locale du Parti communiste, qui a très peu de moyens, essaye de récupérer quelques outils et un peu de nourriture pour les nouveaux arrivants. Mais c'était sans compter le fait que le nombre de déportés a été sous-estimé. Ils seront finalement 6000 à arriver sur le premier bateau, et ça ne sera pas le seul, donc c'était impossible de les garder dans des maisons de fortune. Les autorités vont donc avoir l'idée dévastatrice de déposer les 6000 déportés sur une île au milieu de l'Aube, Nazino. 3 km de long, 500 mètres de large, pas d'abri, pas de nourriture, un voyage éprouvant et de la neige le premier jour. Ça sent pas bon, vous allez me dire, et oh que oui, c'est la merde. Quelques malheureux sont censés gérer ces 6000 personnes, mais rapidement, ça tourne au vinaigre. Les déportés ont juste de la farine, et mélangé à l'eau de l'Aube, ça cause des soucis intestinaux, donc forcément, ça commence à avoir extrêmement faim parmi les survivants, et les morts s'entassent. Pour se nourrir, certains revendent les dents en or des défunts contre un misérable bout de pain, d'autres vont commettre ce à quoi vous pensez, du cannibalisme. Les plus softs mangent les parties tendres des morts, foie, poumons, cœur, alors que certains, souvent les hommes jeunes et encore en forme, tuent pour manger leurs compagnons d'infortune. Après quelques mois, Staline est mis au courant, les rescapés de l'île sont évacués en été et sont transférés dans des goulags, signant la fin des villages spéciaux. C'est près de 4000 personnes qui périront sur Nazino, dont 300 le premier jour, dans des circonstances terribles. Les victimes sortiront de l'anonymat que en 2002, grâce à l'ONG Memorial, soit 69 ans après la tragédie. Cette histoire, c'est l'affaire de Nazino, l'île étant surnommée Ostrov Smerti, l'île de la mort en russe. Si vous voulez vous plonger en profondeur dans cette histoire, je vous conseille l'excellent livre de Nicolas Vert, L'île aux cannibales, 1933, une déportation abandon en Sibérie, qui résume tout ce qui a pu se passer sur cette île définitivement maudite. Pour cette deuxième anecdote, on va rester dans le thème du communisme. Si vous avez eu de l'histoire lors de vos années collège ou lycée, vous avez sûrement entendu parler de deux endroits quand on parle de communisme, l'URSS et la Chine. D'ailleurs, le thème la Chine depuis 1949 était mon sujet au bac d'histoire. Enfin bref, lorsqu'on parle de la Chine communiste, on parle de diverses personnalités, Mao Zedong, Hua Guofeng, Zhou Enlai ou Deng Xiaoping. Eh bien, figurez-vous que les deux derniers que je viens de citer, Zhou Enlai, ancien premier ministre, et Deng Xiaoping, ancien leader suprême, ont été plongés dans le communisme en France. En gros, la Chine, qui n'était pas la puissance qu'elle est aujourd'hui au début du XXe siècle, a lié un partenariat avec la France permettant à de jeunes Chinois de venir en France pour obtenir des diplômes. Sur place, les jeunes Chinois se retrouvent à faire des travaux manuels, car les instituts ne sont pas faits pour les accueillir et aussi pour subvenir à leurs besoins. Donc un grand nombre se tourne vers la politique et vers l'idéal communiste et bolchevique de l'entre-deux-guerres. Parmi les 4000 Chinois qui sont partis en France jusqu'en 1927, on retrouve Zhou Enlai, qui embarquera en 1920 pour Marseille. Ce dernier n'est pas un fils d'ouvrier, mais a déjà des idées politiques et ses moyens lui permettront de voyager partout en Europe. Ce dernier fondera en 1921 avec Chen Duqiu et Cao Shiyan, entre autres, la section européenne du Parti communiste chinois, dont Zhou sera le chef un temps. Quant à Deng Xiaoping, ce dernier arrive aussi en 1920, mais a dû travailler pour survivre, comme dans l'usine Schneider du Creusot, l'usine Renault de Billancourt ou l'usine Kléber de Colombie.
colombes. Donc oui, un leader suprême de la Chine communiste a vécu au Creusot, à Montargis ou encore à Chalette-sur-Loing. Déjà membre des Jeunesses communistes en 1922, il rencontrera plus tard Zhou Enlai et les autres et s'engagera avec eux. Ce groupe d'étudiants ouvriers mènera des actions comme aller voir l'ambassadeur de Chine en France pour le contraindre d'apporter son soutien aux communistes ou encore bloquer le fort Saint-Irénée de Lyon pour protester contre les sélections à l'entrée des instituts pour les étudiants chinois. Après cette période, beaucoup d'étudiants rentrent en Chine sans diplôme, sans argent et en ayant perdu leurs illusions concernant l'Europe et le capitalisme. Mais ne souhaitant pas que ça se reproduise en Chine, ils continueront leur engagement, ce qui mènera peut-être à la Chine qu'on connaît aujourd'hui. Et d'ailleurs, petite anecdote, si vous vous rendez au 17 rue Godefroy à Paris, juste à côté de la place d'Italie, vous trouverez une plaque commémorative en hommage à Zhou Enlai qui y a vécu lors de son séjour à Paris entre 1922 et 1924. Troisième anecdote, et on repart sur une étude qui a fait beaucoup parler aux États-Unis, l'étude de Tuskegee sur la syphilis. La syphilis, vous devez connaître de nom. C'est une infection sexuellement transmissible pas ouf, et en 1930, les traitements contre l'infection étaient toxiques. Et donc on se demande si ça vaut vraiment le coup de soigner les personnes avec ça. L'US Public Health Service démarre une étude dans l'Alabama, à Tuskegee, qui a le plus haut taux de syphilis du comté de Macon en 1932. Elle se déroule ainsi. Des patients noirs, on pensait en 1930 que la maladie touchait plus les noirs que les blancs, qui ont entre 25 et 60 ans, sont exposés à la syphilis et ne sont pas traités pendant 6 mois pour voir les effets de l'infection sur le court terme. En échange, ils reçoivent des soins médicaux à vie, des repas chauds et reçoivent une compensation de $2000 s'ils viennent à en mourir. Après ces 6 mois, les cobayes devaient être normalement soignés et fin de l'étude. Mais pourquoi ai-je rajouté normalement? Peut-être qu'au lieu de durer 6 mois, l'étude durera 40 ans sans avertir les malades pour pouvoir étudier les ravages de la syphilis sur le corps tout simplement. Et même quand en 1943, la pénicilline devient un traitement efficace contre la syphilis, on refuse de leur en fournir. Et ceux qui sont dans l'armée sont exemptés de pénicilline. N'est-ce pas beau? Le signal d'alerte est lancé par Peter Buxton, ancien enquêteur à l'US Public Health Service, en 1972. Et ça fait grand bruit dans la presse. L'étude est immédiatement arrêtée et les sujets sont soignés. Au total, sur les 600 malades, 28 sont morts de la syphilis, 100 de complications liées à la syphilis, 40 femmes de sujets ont contracté la maladie, ainsi que 19 enfants contaminés pendant la grossesse. En 1974, le gouvernement américain dédommage les victimes et en 1997, le président Bill Clinton présenta officiellement des excuses aux patients et à leurs familles. Pas sûr que ça soit suffisant au vu de la cruauté de cette étude. Avant-dernier fait, et on va parler bateau. Connaissez-vous la plus grande catastrophe navale britannique de l'histoire? Certains vont me dire, eh bien le Titanic, évidemment, la traversée de l'Atlantique, l'iceberg, DiCaprio, etc., etc. Cependant, ici on va parler d'un naufrage qui tua 4 fois plus de personnes que celui du Titanic, celui du RMS Lancastria. Ce paquebot construit à Glasgow en Écosse sera mis en service en 1922, avant de faire des voyages Londres-New York entre 1926 et 1932. Le RMS Lancastria est réquisitionné lors de la Seconde Guerre mondiale pour transporter les troupes et devient un bateau de repli lors de l'avancée des Allemands en France en juin 1940. De nombreux soldats britanniques qui avaient été débarqués en France se retrouvent acculés sur la côte atlantique en espérant être évacués avant l'arrivée des Allemands. Et donc le RMS Lancastria est envoyé le 17 juin 1940 à l'embouchure de la Loire, à Saint-Nazaire, avec 80 autres navires ayant l'objectif de secourir un maximum de personnes. Le Lancastria a une capacité de 3000 personnes. Mais la Marine royale britannique demande de mettre un max de personnes sur le bateau, donc près de 9000 personnes embarquent entassés sur le Lancastria. Et malheureusement, vous vous doutez de la suite. Étant le bateau le plus imposant de l'estuaire, le Lancastria est la cible la plus simple pour les chasseurs allemands qui coulent le bateau en 24 minutes. Beaucoup de bateaux sont venus sur place pour aider les survivants, malheureusement en vain, vu que les estimations comptent entre 2500 et 6000 victimes. Pour rappel, le Titanic, c'est 1500 morts et seulement 2477 rescapés regagneront l'Angleterre. Mais pourquoi ne connaissons-nous pas le nombre exact de morts? Car Winston Churchill a placé la tragédie sous secret militaire pour 100 ans, pour éviter de démoraliser les troupes. Donc on en saura plus en 2040. Mais Churchill, dans ses mémoires, parlait de 4000 morts lors de ce naufrage. Ce n'est pas le naufrage le plus meurtrier de l'histoire, loin de là, mais ce dernier a eu lieu juste à côté des côtes françaises et on retrouve d'ailleurs de nombreux mémoriaux commémorant ce naufrage si peu connu, comme ici, à Saint-Nazaire ou à Moutier-en-Ré, pour ne jamais oublier ces milliers de victimes de la guerre. Finissons cette vidéo avec un fait qui ne traite pas de la mort de plusieurs personnes.
Connaissez-vous la ville espagnole de Bilbao? Située au Pays Basque espagnol, Bilbao est connue pour son équipe de football et surtout pour un lieu remarquable, le musée Guggenheim de Bilbao. Designé par Frank Gehry et ouvert en 1997, ce musée est aujourd'hui une référence en Europe dans le monde de l'art contemporain et moderne, avec des œuvres comme Puppy de Jeff Koons, Maman de Louise Bourgeois ou L'Arc Rouge de Daniel Buren. Mais on va pas parler plus de ce musée, mais plutôt de ce qu'il a engendré. Avant l'arrivée du musée de la Fondation Guggenheim, Bilbao était une ancienne ville industrielle moribonde et sur le déclin. Mais avec l'ouverture de ce musée, la ville a été totalement redynamisée et a connu une explosion de sa fréquentation. En 2007, 10 ans après l'ouverture, Guggenheim Bilbao accueillait 1 million de visiteurs par an et aura créé 45 000 emplois directs ou indirects. Et le fait de revitaliser un territoire avec la construction d'un bâtiment culturel phare, c'est ce qu'on appelle l'effet Bilbao. Alors, en voyant qu'on pouvait réanimer des villes à l'agonie avec un bâtiment culturel construit par un architecte de renom, la France a aussi essayé de créer son effet Bilbao avec le centre Pompidou-Metz et le Louvre-Lens, qui sont des exemples parfaits de l'effet Bilbao, mais en moins réussi. Alors que Bilbao a été totalement réaménagé pour accueillir le musée en son sein, le Pompidou-Metz et le Louvre-Lens sont légèrement excentrés, causant un déficit d'attractivité. Beaucoup de spécialistes parlent de l'effet Bilbao comme un mirage, car Bilbao a accumulé aussi des dettes en construisant son musée. Cependant, ces initiatives restent très positives, car elles permettent de décentraliser la culture, qui est souvent réservée aux grandes villes, et étant allé au Pompidou-Metz et au Guggenheim Bilbao, ce sont des musées que je vous conseille de visiter. Absolument. Merci d'être resté sur cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez, comme toujours, aimer, partager, commenter et venir me suivre sur les réseaux sociaux. À la prochaine dans la Géozone, ciao!